EDI, moi, j'aime bien dire que balaye pas du revers de la main une microagression qui se produit devant toi ou un bien inconscient qui se manifeste parce que c'est peut-être juste, je mets les guillemets là, juste une microagression aujourd'hui, mais demain c'est peut-être une situation de harcèlement qui va se dérouler. Si on la laisse faire, on l'adresse pas. C'est s'envenimer finalement. Si on l'adresse pas, c'est comme dire que c'est correct. Tu sais, c'est accepté aussi, j'ai l'impression. Là, exactement. Chloé Frélon est fondatrice de URL, une entreprise qui accompagne les organisations dans le développement de cultures de travail plus inclusives. Médiatrice accréditée et formatrice agréée par la Commission des partenaires du marché du travail, elle met son expérience au service des milieux professionnels depuis plusieurs années. Reconnue pour son engagement, elle a contribué au tout premier rapport sur le harcèlement psychologique et sexuel en TI au Québec et a remporté le prix championne de la diversité des prix de la communauté Start-up. Chroniqueuse à la revue Gestion du HEC Montréal, Chloé partage chaque mois ses réflexions pour aider les PME à comprendre les enjeux de diversité et d'inclusion. Aujourd'hui, elle vient discuter avec nous d'équité, de diversité et d'inclusion. Allô Chloé! Allô Ariane! Comment ça va? Ça va super bien, merci. Oui. Puis merci de m'avoir invitée au podcast, je suis très contente d'être là. Ben merci à toi d'avoir fait la route. Oui, puis on est très contente de t'avoir aussi. Vraiment. Ouais, je pense que ça va être une belle discussion, belle rencontre, ça va être très intéressant. Ouais, vraiment. Ouais. Mais moi, je suis de toute façon déjà contente de parler de mon sujet préféré. Absolument. Alors, merci d'être venue. Oui. C'est gentil. Merci. Avant de commencer à parler justement un petit peu plus de EDI, qu'est-ce que c'est, puis on va vraiment définir tout le sujet, on aime toujours savoir en fait qu'est-ce qui a amené les gens à faire ce qu'ils font aujourd'hui. Fait que je suis vraiment curieuse, moi et Ève, on est curieuse de savoir qu'est-ce qui t'a amené à faire ce que tu fais, puis à t'intéresser plus spécifiquement à l'aspect équité, diversité, inclusion. Ouais. Pour n'importe qui nous écouterait et qui travaille aussi dans le domaine, ça va pas être surprenant parce que tout le monde arrive par un biais personnel de son identité et souvent, malheureusement, tu vis quelque chose qui est pas tant le fun et tu te dis, OK, je veux plus que ça arrive et je veux pas que ça arrive à d'autres. Dans mon cas, moi, je travaillais en technologie pendant une quinzaine d'années. Donc, femmes en technologie, vous vous doutez bien, là, on n'était pas très, très nombreuses. Et dans le cadre de mon travail, souvent, je gérais des équipes de développement. Fait que je gérais des hommes, des gars, finalement. Et toute ma carrière, j'ai juste travaillé avec des hommes. Et un beau jour, en 2016, je me réveille. C'est comme une forme de réveil, là. Tu te réveilles et puis là, tout d'un coup, tu te mets à réfléchir, OK, mais pourquoi il n'y a que des hommes? Pourquoi je travaille jamais avec des femmes? Pourtant, en plus, j'avais des amies développeuses. Et là, j'ai commencé à tomber dans un trou de lapin infini qui m'a amené à comprendre l'historique de l'industrie technologique, de l'homogénéité de l'industrie technologique, le pourquoi, les ramifications que ça avait, les conséquences surtout que ça avait sur les gens qui travaillent dans le milieu et même, j'ai envie de dire, les services et les produits qu'on publie. Là, on n'a pas de cellulaire sur la table, mais les cellulaires, par exemple, elles sont faites pour une grandeur de main moyenne masculine et non féminine. Je sais pas pour vous, mais moi, mes cellulaires, ils sont toujours très gros. Glissent. Limite, il faut que je le tienne avec mes deux mains. Ils sont pas pensés pour une moyenne de taille. Je savais pas que c'est dommage un fait comme... Donc, c'est pas seulement... l'homogénéité de la main-d'œuvre a pas seulement des ramifications sur l'inclusion et la diversité, qui est le sujet de notre discussion, mais aussi sur... quand j'ai un groupe de personnes homogènes qui réfléchissent aux enjeux de la société, en l'occurrence technologique, peut-être que les solutions que je vais proposer, elles vont s'adresser aux mêmes personnes qui ont conçu Absolument. les Exactement. produits. Et donc là, on n'est pas en train d'adresser les enjeux vécus par l'entièreté de la société, mais potentiellement un groupe homogène, un petit groupe de la population. Okay. Donc, toute cette réalisation, quelque part en 2016, et l'effet que ça a eu sur moi, c'est que j'ai été en colère. J'étais comme, ça se peut pas, c'est choquant, comment on peut laisser faire ça? Et là, je me suis rapidement intéressée aux solutions parce que dans mon état d'être, je peux pas rester en colère. Là, il faut que je me tourne vers qu'est-ce qu'on peut faire. Et là, je me suis rendu compte que c'était largement documenté. Donc, c'était pas comme si on ne savait pas. On savait qu'il y avait une sous-représentation des femmes et il y avait même des campagnes gouvernementales pour essayer d'enrayer ou de fixer ça. Les compagnies le savaient également, mais l'aiguille, là, elle bougeait pas beaucoup. Je me suis dit, je vais faire ma part des choses. Je travaillais pour un média au Journal Métro à l'époque et je me suis dit, je vais profiter de cette tribune et je vais parler des femmes en technologie. Parce que dans le fond,
les gens savent peut-être pas qu'elles sont là et c'est pour ça qu'ils les embauchent pas. Il y avait beaucoup de naïveté dans ma compréhension de départ, parce que vous allez voir que c'est en fait beaucoup plus complexe que ça. Et en rencontrant des femmes, en faisant leur portrait, je me rendais compte qu'elles me racontaient souvent les mêmes choses, les mêmes enjeux qu'elles vivaient par rapport à leur croissance, à leur expansion, mais également les mêmes enjeux qu'elles vivaient par rapport aux bloquants et aux croyances limitantes qu'elles internalisaient finalement dans leur vie professionnelle. Et là, je me suis dit, OK, bon, il y a clairement des problèmes communs, donc peut-être qu'il y aurait une solution commune à appliquer aux problèmes. Et en ce faisant, j'ai commencé aussi à m'intéresser à d'autres groupes de la population, autres que les femmes, dans le milieu technologique. Par exemple, le groupe de diversité sexuelle et de genre, de diversité ethnoculturelle. Et là encore, c'était finalement les mêmes enjeux qui se répétaient. Les termes étaient différents, mais grosso modo, il y avait un groupe majoritaire, des groupes minoritaires et un sentiment d'exclusion très fort à travers tout ça. Et là, je me suis dit, OK, bon, je continuais ma chronique, je continuais à parler de la place des groupes minoritaires et il y avait comme sans doute un moment propice pour que l'industrie se mette à parler de ce sujet-là au-delà du 8 mars, parce que généralement, c'était ça. Le 8 mars, on en parlait, puis tout le restant de l'année, on n'en parlait jamais. Et il y a des compagnies qui ont commencé à cogner à la porte, et des compagnies technologiques. C'était en quelle année, ça, déjà? Donc là, on devait être dans les 2018, à peu près. OK. C'est quand même récent, pour qu'on commence à en parler comme en 2018, là, tu sais. C'est pas mal récent, effectivement. Quand même, tu sais, ça fait moins de 10 ans, là. C'est ça. Je pense qu'il y avait un côté de c'est de même, et puis voilà, ou souvent et puis pas seulement en technologie, là, dans tous les milieux qui sont traditionnellement masculins, il y a aussi une croyance que si les femmes travaillent pas là-dedans, c'est parce qu'elles le veulent pas. Quand la réalité est beaucoup, beaucoup plus complexe que juste vouloir ou de pas vouloir, finalement. Il y a une simplification, en fait, de la... Que les femmes doivent être, sont empathiques, sont dans la bienveillance. Fait que c'est plus dans les métiers comme soins infirmiers, s'occuper de l'autre. C'est souvent ça, un peu les préjugés. Effectivement. Puis si toi, t'as eu aucun problème pour entrer dans l'industrie et te développer et t'y plaire, c'est vraiment difficile d'aborder cette même expérience et de te dire, OK, il y a des gens qui font face à des obstacles, à des enjeux et qui n'arrivent pas à faire ça, tu sais. En EDI, on dit tout le temps, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas, mais ça, c'est vrai. Exactement ça. Tu sais, je connais ma réalité, mon vécu. Si mon vécu est positif et inclusif, j'ai du mal à me dire qu'il puisse être exclusif pour d'autres personnes. C'est vrai, quand tu le vis pas, tu peux pas le savoir, comme que tu dis. Voilà, c'est ça. Et donc, éventuellement, les compagnies ont commencé à s'intéresser et là, ça a été les balbutiements de l'entreprise de URL. C'est devenu une vraie entreprise, donc évidemment, les débuts d'entreprise, c'est difficile. C'est devenu une vraie entreprise en 2019 et la pandémie est arrivée. Et là, ça a tout changé sur la trajectoire, l'importance que les organisations donnaient à leur responsabilité sociale d'organisation, d'entreprise, par rapport aux enjeux qui étaient vécus dans la société. Donc, le meurtre de George Floyd est définitivement, dans le milieu EDI, le tipping point. Là, ça a fait que l'importance d'enjeux qui étaient vécus et documentés depuis très longtemps, là, il n'y avait rien de mystérieux là-dedans. Tout d'un coup, la société et donc les employés, puisque ce sont les mêmes personnes qui composent la société, ont dit, ça suffit. Moi, je veux plus ça. Et surtout, je veux travailler pour un employeur qui reflète mes valeurs. OK. Toi, employeur, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? OK. Et c'est là un peu où l'EDI est devenu comme une thématique qui a pris de l'ampleur au Québec. J'avais pas fait le lien que c'était... peut-être qu'il y a eu d'autres choses, mais que quand même, avec cet événement-là qui s'était produit aux États-Unis, ça a quand même créé une espèce de shift de se dire justement, on prend ça à cœur et on souhaite que les entreprises pour lesquelles on travaille prennent ça à cœur autant que nous, parce que finalement, quand tu cherches un employeur, tu cherches une culture et tu cherches des valeurs, au fond. Fait que j'avais pas... Mais je trouve ça super intéressant parce que justement, je pense que j'avais peut-être pas réalisé que comme tous ces chiffres-là, en fait, c'était produit un peu en même temps. Je fais une histoire rapide, là, parce que il y a quand même une convergence de beaucoup d'événements. Tu sais, la première vague de MeToo était en 2017, si je me trompe pas. La deuxième vague en 2021. Fait que, tu sais... la mort de Joyce Echaquan à l'hôpital de Joliette, je pense que c'était en 2021 aussi. Fait qu'il y a eu comme une convergence de plusieurs événements qui sont venus cristalliser. Et puis, la pandémie, le fait qu'on était chez soi, des enjeux de santé mentale,
Aujourd'hui, on a 4 générations différentes sur le marché du travail. Aussi, ouais. Avec des visions de ce que signifie un bon employeur, un bon employé, qui peuvent être drastiquement opposés, qui créent des flammèches parfois, qui créent des conflits. On a la thématique de neurodivergence qui est arrivée de façon fulgurante aussi dans le milieu du travail. C'est quand même une personne sur 5, c'est ce qu'on dit. Puis on dit aussi que les chiffres sont probablement en dessous de la vérité. Donc, ça concerne vraiment beaucoup de personnes. Et une migration qui s'est accélérée ces dernières années, énormément. On a toujours eu une migration, évidemment, au Québec, mais ces dernières années, de façon ascendante. Voilà. Fait que c'est ça, le marché de l'emploi. C'est ça le Québec de 2025. Ben oui. C'était déjà ça le Québec de 2021, on va dire. Et donc, mettre forcément autant de gens différents qui ont des valeurs, un processus de communication, de collaboration différent, forcément, c'est pas toujours évident de se comprendre, de s'entendre et d'avoir un milieu inclusif. Oui, puis je trouve que tu fais un beau fond dans le fond de notre sujet d'aujourd'hui qui est plutôt l'EDI à la québécoise, puis dans le contexte du Québec. Puis avant qu'on plonge un petit peu plus là-dedans, on aimerait ça un peu définir les concepts de l'EDI, c'est équité, diversité, inclusion. C'est quoi ça l'engroupe un peu comme sous-thème, en fait, dans ces concepts-là pour que tout le monde soit sur la même page? Oui, exact. Donc, le EDI, des fois, on a DEI dans des milieux anglophones. Ouais, c'est ça. Okay. Même thématique, juste des lettres dans un autre ordre. Et puis, des fois, il y a des organisations qui rajoutent des lettres pour mettre un peu plus d'emphase. Donc, on a GEDI, fait que des fois, c'est gouvernance ou gestion de la diversité. En RH, on aime bien la gestion de diversité comme terme. Moi, je l'aime pas trop. Je trouve ça connote un peu on va devoir gérer la diversité. Mais c'est ça, c'est la gestion. Ouais, c'est ça. Donc, moi, personnellement, je l'utilise pas. Des fois, on a le A de appartenance ou de allié, donc EDIA. Et puis, on a aussi justice, équité, diversité, inclusion, qui donne l'acronyme Justice Jedi. Oh mon Dieu! J'ai trouvé ça, j'ai même pas fait le lien. C'est bon, j'adore. Mais j'étais quand même j'ai oublié une lettre. Jedi. Mais ça veut être Jedi. J'adore. Ouais, j'adore. Les gens, c'est pas moi qui l'ai inventé, mais les gens généralement s'en souviennent bien. Donc, alors, qu'est-ce que c'est l'EDI? Diversité, c'est donc les individus. C'est ce qui fait de nous des personnes uniques, qui a des dimensions de diversité assez évidentes auxquelles on va penser, l'identité de genre, la diversité culturelle, la situation de handicap, etc., etc. On essaie d'avoir une vision large de ce que ça signifie, puis pas d'avoir une vision seulement visible. Donc, la diversité, ça peut être visible, mais ça peut également être invisible. Puis, on veut considérer ces deux notions-là dans la thématique. Donc, la diversité, c'est ce que les gens sont, c'est ce que la société est. Puis, avec ce qu'on disait il y a quelques minutes, elle est de plus en plus diversifiée, cette société québécoise-là. L'inclusion, c'est notre intention. C'est ce qu'on cherche à atteindre. Moi, j'aime bien dire que c'est comme une direction qu'on se fixe. Donc, on souhaite que tous ces individus qui sont donc profondément différents, puissent être dans une entreprise, dans un groupe, dans un département, et se sentir eux-mêmes, elles-mêmes, sentir inclus, pas sentir qu'on doit se conformer ou c'est essayer de fitter dans un moule qui ne nous correspond pas, etc. Non, pleinement soi-même. Donc, il y a un petit peu parfois quelque chose de quasiment idéaliste avec cette volonté d'inclusion, parce que ce qu'on va chercher à atteindre, c'est l'inclusion pour tout le monde tout le temps. Mais vous vous doutez bien, c'est d'une complexité immense de viser cet objectif-là. Et rares sont les moments où tu l'atteins à 100% pour tout le monde. À 100% du temps. Donc, comment tu vas atteindre cette inclusion? C'est là où le E de équité pointe le bout de son nez. L'équité, j'aime bien dire que c'est comme une boîte à outils, finalement, dans laquelle tu vas venir piger pour aller chercher ton inclusion. Donc, nous, diversité, inclusion, notre objectif, ma boîte à outils, c'est l'équité. Donc, l'équité, ça comporte des processus, des politiques, des façons de faire, des façons de dire les choses. Et ce qui est profondément important dans l'équité, et qui diffère de l'égalité. Exact. C'est ça, exactement. C'était ta prochaine question. C'est ça. Donc, l'équité, c'est traiter tout le monde... l'égalité, c'est traiter tout le monde pareil. L'équité, c'est de traiter les gens selon leurs besoins. Et leurs besoins peuvent être la conséquence de leur diversité.
Donc, une personne neurodivergente, une personne nouvellement arrivée, un père monoparental, etc., etc. Tout ça, c'est des conditions, c'est des dimensions de diversité, si on veut, et qui peuvent avoir des besoins différents. Et donc, si on se ramène dans le cadre du travail, il y a des conséquences sur cette diversité-là, sur les besoins que ces individus peuvent avoir dans le milieu du travail. Et avec la justice, mettons, qui viendrait s'intégrer là-dedans, parce qu'on en a discuté aussi sur un autre épisode de podcast, puis on faisait aussi cette distinction-là entre l'équité, l'égalité, c'est vrai. Puis justice aussi, comment... Est-ce que être juste, c'est être équitable ou être égal? Tu sais, tu comprends où je veux en venir un peu, peut-être? Ouais. Oui, ben c'est extrêmement difficile. Donc, l'équité, c'est profondément difficile à appliquer. On le comprend assez bien en théorie, là. D'ailleurs, si jamais vous avez besoin d'un autre exemple, l'équité, pensez au fait que on paye des impôts en fonction de nos revenus. Ouais, je ne voudrais pas payer des impôts sur un salaire de 200 000 comme mon salaire est 50 000. Donc, il y a une familiarité avec le concept d'équité assez développé au Québec, dans notre société. Ouais. En revanche, dans l'application, c'est là où ça coince. Parce que, mettons, toi, Ariane, tu as besoin d'une chaise ergonomique spéciale à la job, puis cette chaise-là, elle coûte $500, mais tout le monde a des chaises beaucoup plus classiques qui coûtent $100. Et là, il y a donc, tu obtiens ta chaise d'à $500. Et puis là, il y a des gens que tu me vois arriver, qui voient ta magnifique chaise, qui disent « mais moi aussi, je veux la chaise à $500. » Oui, mais toi, tu n'as pas la condition de maladie chronique d'Ariane, donc malheureusement, ça ne va pas être possible. C'est injuste. C'est injuste, c'est du favoritisme. Ah, on fait ça pour Ariane, mais on fait pas ça pour moi. C'est parce que moi, je suis un homme et qu'Ariane, c'est une femme. Puis là, il y a plein de choses qui vont démêler de ce genre de conséquences-là. Donc, moi, j'ai toujours énormément d'empathie pour les pauvres gestionnaires qui doivent adresser ces enjeux-là, puis faire vivre ces politiques d'équité, parce que c'est très, très difficile, puis c'est des conversations vraiment pas toujours le fun à avoir et à expliquer. Clairement, oui. Donc, justice, une justice, normalement, ça se base sur qu'est-ce qui est fair, puis qui découlerait de besoins. Donc, a priori, si on arrive à avoir un système qui est juste, on est dans le bon. Mais l'égalité, c'est souvent quand même une technique qui est utilisée dans le cadre du travail parce que c'est relativement facile. Puis dans des milieux syndiqués, on retrouve beaucoup d'égalité également. Donc, même traitement pour tout le monde. L'échelle salariale aussi, je pense à ça. Par exemple, voilà. Comme ça, pas de chicane, tout le monde a le même traitement. Sauf que tout le monde n'a pas les mêmes besoins. Donc, il y a une limite à cet outil d'égalité, là. Des fois, on frappe des murs, puis on se rend compte que oui, ça peut fonctionner pour bien des personnes, mais ça va pas fonctionner pour tout le monde. Exact. Okay, c'est ça. C'est ça. OK, c'est bon. OK. Puis, qui rentrerait, en fait, dans ces catégories-là de équité, diversité, inclusion? On considère qui quand on parle d'EDI, en fait? Qui comme individu? Ouais. Dans les entreprises ou en général. Puis tu me parlais aussi beaucoup que, je pense que tu disais que l'immigration aussi a été vraiment accélérée ces derniers temps. Puis il y a eu, avec les événements aussi qu'on a retrouvés pré- et post-pandémie aussi. Fait que, quand on parle d'EDI, c'est qui les individus, en fait, qui sont comme concernés quand on parle de ça? Je vais répondre en deux temps. Vas-y. Traditionnellement et historiquement, j'ai envie de dire, on va considérer 5 groupes, et puis c'est lié aux groupes que vous connaissez, des programmes de équité à l'emploi, d'accessibilité à l'emploi. Mettons, il faut cocher si on fait partie d'un des groupes. C'est ça? Donc, on retrouve les femmes, les personnes en situation de handicap, les personnes autochtones, diversité ethnoculturelle, appelée minorité visible, mais moi, j'aime moins le terme, et le groupe de diversité sexuelle et de genre, qui peut se rajouter selon comment on le regarde. Mais moi, si tu me poses la question à moi, je te dirais que la diversité et l'inclusion, c'est pour tout le monde. Parce que traditionnellement, donc ça, on est plus dans un cadre légal quand je nomme ces 4 à 5 groupes-là, mais il n'y a pas d'obligation au Québec de faire de l'EDI. Donc, on n'est pas obligé de se cantonner à cette conformité légale des 4 à 5 groupes. Et moi, je recommande pas à mes clients. C'est pas une loi, genre, c'est pas... Pourquoi les gouvernements, il faut tout le temps qu'on coche des trucs? Parce que oui, eux autres, ils sont soumis à une loi. OK, ça, c'est une loi. Il existe la loi. Puis là, je fais avec mes mains. Il existe la loi, ça, c'est la base. Et avec le DI, on est quelques coches au-dessus de la loi. Donc, on peut
on peut, et même moi je vous recommanderais d'avoir des politiques puis d'avoir des initiatives qui s'adressent à d'autres groupes de la population que les 4 à 5 qu'on vient de nommer. OK, je comprends. T'as de l'air un peu... ouais, c'est ça, genre... non, mais j'essaie de comme démêler puis tout ça, puis OK, fait que dans le fond, dans les entreprises, par exemple, en ce moment, il y a des politiques pour ces, on va dire, ces groupes minoritaires-là. Est-ce qu'on peut parler de ça? Mais les 4 à 5 groupes liés à la loi, c'est souvent des politiques de représentativité. Donc, au niveau du recrutement. OK. En EDI, on est beaucoup plus large que juste du recrutement. Il y a aussi l'inclusion. Qu'est-ce qui se passe une fois que ces personnes sont recrutées? Comment on fait en sorte que tout le monde se sente inclus puis ait le goût de rester dans l'organisation? Là, on est dans le domaine de l'EDI. Et on sait aussi qu'il y a plein d'autres groupes de la population, au-delà de ceux qu'on vient de nommer, qui vivent des enjeux, qui vivent des situations d'exclusion et qu'on va vouloir adresser à travers des politiques EDI. Tu sais, ça peut être, par exemple, on dirait dans ma tête, un exemple, je sais pas, confirme-moi si c'est un bon exemple, mais tu sais, mettons, les hommes qui travaillent, je sais pas, dans un milieu majoritairement féminin, aussi, ça pourrait être, j'imagine, de l'inclusion qu'on veut faire, tu sais. Ça c'est pas dans les 4-5 groupes, mais ça pourrait quand même... Ben oui, s'ils sont dans un statut minoritaire, potentiellement, ils peuvent faire face à des enjeux également. Mais on parlait de neurodivergence dedans. Être neurodivergent, c'est pas forcément une situation de handicap, mais il peut y avoir des conséquences sur notre sentiment d'inclusion, sur comment on collabore, comment on communique au travail. Peut-être qu'on va vouloir réfléchir à avoir des initiatives, des actions autour de ça. Être nouveaux arrivants, faire partie de la diversité ethnoculturelle, ça veut pas dire forcément qu'on est nouvel arrivant. On peut être nouvel arrivant et pas de diversité ethnoculturelle. Vous me suivez? Et inversement, donc là, on n'est pas dans les groupes, mais on a potentiellement aussi des besoins, etc., etc. Puis on peut remettre une couche. J'ai l'impression que je vous complique la... Non, vas-y, on est là pour tout démêler. Ben oui, puis c'est le portrait aussi du Québec que tu présentes dans un sens, j'imagine. Exactement. Oui, exact. On peut se ramener aux 14 motifs de discrimination de la Charte. Et la Charte des droits de la personne et de la jeunesse du Québec, où on a 14 motifs qui... nous indique qu'on ne peut pas discriminer des gens, évidemment, au niveau des transports, au niveau du logement, mais également au niveau de l'emploi. Et donc, vous regardez les 14 motifs de discrimination, ils sont vraiment ultra détaillés. C'est beaucoup plus nombreux que les 4 à 5 de la loi. OK. Mais... il y a quand même de la discrimination, il y a quand même, tu sais, si on en parle, c'est parce que quand même, il y a des lacunes à ce niveau-là. Complètement. Fait que qu'est-ce que tu remarques comme lacunes, disons, dans la société et dans les entreprises à ce niveau-là? Puis qu'est-ce qu'on peut faire finalement pour peut-être remédier à ces lacunes-là? Donc, ces lacunes, elles sont documentées largement. Là. C'est vraiment pas anecdotique comme affaire depuis très, très longtemps. Puis, un peu comme les femmes en technologie dont on parlait tantôt, on essaye de faire bouger, ça bouge de façon anecdotique souvent. Donc, c'est de la discrimination à l'emploi, des emplois qui sont pas accessibles à tout le monde, une diversité qu'on retrouve souvent dans les postes d'entrée, et plus on monte dans la hiérarchie, des comités de direction, des CA aussi, ou des postures de gestionnaire, qui sont très homogènes finalement, où on voit peu de diversité. Évidemment, si on fait face à des micro-agressions, à des enjeux d'exclusion au travail, ben il y a des conséquences sur notre santé mentale qui va embarquer. On va se mettre à être moins productif, on va peut-être être absent parce que burn-out, parce que enjeu. Puis qu'est-ce qui se passe éventuellement? Ben on quitte l'entreprise. Donc c'est un contexte qui est néfaste pour littéralement tout le monde. Pour les individus qui font face à cette exclusion-là, et pour les entreprises qui se retrouvent avec une pénurie de main-d'œuvre, des postes qui sont pas comblés, ou alors des postes qui sont comblés, puis au bout de 2-3 mois, les gens partent. Ou du présentéisme aussi. Voilà, du présentéisme. Puis pourquoi il y a ça, tu penses, dans les organisations? C'est selon ce que tu vois puis ce que tu expérimentes, les organisations sont un reflet de notre société, puis le racisme, le sexisme et tous les mots en isme auxquels on peut penser se retrouvent dans la société et également dans les entreprises. OK. Ouais. Puis y a-t-il des choses... tu sais, j'imagine qu'il y a des choses à faire dans les prochaines années pour améliorer ça. Tu sais, j'ai l'impression qu'on entend de plus en plus parler de l'EDI en ce moment. Est-ce que tu trouves qu'il y a comme eu une vague de changement
post-pandémie, ou, tu sais, y a-tu des choses qui sont mieux, peut-être, qu'avant, ou... Oui, je pense que pire, tu sais, dans les deux sens, alors, on va commencer par le mieux pour oui. uplifter un peu. Je pense que définitivement, la prise de conscience a été vraiment forte au début de 2020 avec le meurtre de George Floyd. Okay. Il y a une parole qui s'est libérée, des choses qui étaient dites depuis longtemps, là, mais on n'écoutait pas les gens, ou on voulait pas écouter les gens, qui dénonçaient des enjeux. À partir de ce moment-là, on s'est mis à être beaucoup plus attentif, à offrir des tribunes à ces personnes-là qui dénonçaient les injustices et l'exclusion de façon générale. Je pense que on peut pas, c'est une boîte qu'on a ouverte, puis on peut pas refermer puis se dire ok, mais non, je ne sais pas qu'il y a du racisme au Québec. Non, maintenant, je pense que n'importe qui peut dire oui, je suis beaucoup plus conscient de ça. Donc, je pense qu'au niveau de notre conscientisation, on a quand même fait une progression. Okay. Mais c'est pas parce qu'on prend conscience d'un enjeu que l'enjeu se disparaît. règle. Exactement. Ouais. Voilà, c'est ça. Ouais. J'ai envie de dire, le travail, c'est se remonter les manches, commence définitivement maintenant. Ouais. Mais c'est ça, tu sais, mettons quand on revient dans le contexte des entreprises aussi et tout ça, comment qu'on fait justement pour essayer de conscientiser peut-être un peu plus? Tu sais, oui, on a conscience, mais encore une fois, comme on parle, tu sais, le problème n'est pas réglé. Je comprends que c'est un problème de société, mais les entreprises ont une grosse responsabilité à jouer dans la société. Fait que comment amener les entreprises et les humains au cœur des entreprises à prendre plus conscience de ça, à se responsabiliser, à prendre ça à cœur, par exemple, ou à développer justement des compétences humaines pour, je sais pas, que l'acceptation soit moins... je sais pas comment dire, là, que ça soit moins difficile finalement de prendre des actions pour inclure tout le monde, accepter tout le monde. Ouais. Mais en fait, bon, d'abord, il y a la loi. Okay. En tant qu'entreprise québécoise, il y a des obligations. On doit s'assurer que le cadre de travail est exempt de discrimination et de harcèlement. Il y a la mise à jour de la loi santé-sécurité au travail avec les risques psychosociaux qui sera effectif en octobre 2025. Donc, il y a des choses qu'on ne peut pas faire au Québec. T'sais, on peut pas ne pas embaucher quelqu'un parce que cette personne est handicapée. OK, ouais, c'est ça. Il y a les lois qui viennent cadrer quand même. Exact. Et ça, c'est la grande différence avec ce qui se passe aux États-Unis puis ce qui se passe au Canada ou au Québec. On a des lois, elles sont pas mal claires sur ce qu'on peut faire et ce qu'on peut pas faire. Donc, déjà, il y a ce cadre-là dans lequel on va évoluer. Okay. C'est positif, ça, quand même. C'est positif. Okay. C'est très positif. Bon. on peut se donner une petite tape qu'au Québec, on est au moins ça. Mais là, tu me poses des questions sur comment on fait en sorte que les gens soient plus inclusifs. Là, il n'y a pas de loi autour de... Non. La responsabilité individuelle. C'est ça. Mais on est dans une zone de gris, finalement, parce que le harcèlement est interdit, est illégal, et puis on connaît les dommages des conséquences du harcèlement, de la discrimination. Et même des micro-agressions aussi qui viennent, tu sais, c'est très subtil, et puis ça non plus, il n'y a pas d'encadrement de loi, ou encore une fois, c'est subjectif, fait que ça devient hyper complexe. C'est très complexe. Puis en EDI, moi, j'aime bien dire que balaye pas du revers de la main une micro-agression qui se produit devant toi ou un bien inconscient qui se manifeste parce que c'est peut-être juste, je mets des guillemets là, juste une micro-agression aujourd'hui, mais demain c'est peut-être une situation de harcèlement qui va se dérouler. Si on la laisse faire, on la laisse s'envenimer finalement. Si on l'adresse pas, c'est comme dire que c'est correct. Tu sais, c'est accepté aussi, j'ai l'impression. Là. Exactement. Ouais. Et dans notre gestion de risques psychosociaux, ça c'est pas possible. On doit adresser ces enjeux-là. Donc, après, comment est-ce qu'on fait en sorte que les gens s'aiment et que ça se passe bien? Oui, moi, je suis très peace and love. Je pense qu'il faut être réaliste. Déjà, moi, j'aime bien dire, on n'est pas obligé d'être meilleurs amis, mais le respect, c'est important. Ouais, exactement, la collaboration. On est à l'emploi de telle entreprise parce qu'on doit faire un travail. Et on va le faire dans le respect, etc. T'as pas le goût de prendre une bière avec ton collègue à la fin de journée, vraiment, c'est pas grave. Non, il y a personne qui t'oblige. Tu manques pas de respect au travail. Donc,
on revient finalement à c'est quoi notre cadre de loi. Ça, c'est toujours le cadre dont on peut pas sortir. Et à l'intérieur de ce cadre, il y a peut-être un code de conduite. Il y a, j'espère, des valeurs que la direction, que les gestionnaires prônent, puis font percoler auprès de leurs employés également, qui vont montrer le bon exemple et qui vont incarner à tous les jours. Puis c'est comme ça qu'on vient petit à petit montrer, puis peut-être changer des comportements. C'est sûr que ça prend énormément de temps et d'efforts et quelqu'un qui serait profondément irrespectueux avec tous ses collègues va pas passer du jour au lendemain à un calinours fantastique. Mais j'ai envie de dire, si cette personne n'adhère pas à la culture de l'organisation et aux valeurs, c'est peut-être que cette personne ne devrait pas être non plus dans l'entreprise. Fait que là, il y a un lien entre la culture puis l'EDI en entreprise, en fond? Définitivement, mais oui. OK. Mais ça veut pas dire nécessairement qu'un exemple, un milieu TI, que c'est majoritairement hommes, vont pas nécessairement mettre en place des politiques ou peu importe des façons de faire pour inclure tout le monde dans ce sens-là, ouais. On lui souhaiterait que oui, définitivement. Et puis même dans un milieu qui a l'air d'être relativement homogène comme un milieu TI où tout le monde serait des hommes, par exemple, parmi ce groupe qui a l'air homogène, il y a de la diversité. C'est ça que je voulais dire. Dans le fond, c'était peut-être pas clair ma question, mais dans le fond, même si le domaine est plus masculin, ils vont quand même mettre en place des choses pour... Des politiques. Oui, c'est ça, exactement. Absolument. C'est ça. Fait que c'est lié un peu à la culture, dans le fond. Ouais, oui. C'est ça. Okay. Donc, croire que l'EDI, ça concerne seulement les personnes qui font partie de groupes minoritaires. Oui, comme j'ai nommé, mais c'est pas ça. C'est pas ça. Voilà, c'est beaucoup plus profond que ça. Okay, exact. Moi, j'aime bien faire un exercice en formation avec les clients pour leur montrer la grande étendue, le grand spectre de ce que ça signifie faire partie de la diversité. Finalement, c'est quasiment infini. Puis, pensez à un moment où la diversité, ce statut minoritaire, il peut arriver à un moment dans votre vie, même si vous n'avez pas commencé votre vie de cette façon-là. Demain, vous n'avez plus l'utilisation de vos jambes. Vous vous retrouvez dans une situation de handicap quand ce n'était pas votre cas au départ. Fait que toutes ces situations-là peuvent se présenter. C'est pour ça que c'est important de se souvenir que l'inclusion, elle est pour tout le monde. Elle doit être pour tout le monde. Il y a des personnes qui en ont profondément besoin tous les jours, assidûment, mais peut-être qu'on en aura besoin toutes les trois à un moment de notre vie. C'est à parier qu'on a déjà eu besoin de notre carrière également. Donc, avoir une approche à l'opposé de l'individualisme, mais collectif, c'est pour le groupe, c'est ça qui est gagnant. Peut-être que ma question n'a pas rapport, mais c'est pas grave, je vais la poser quand même. Dans le fond, est-ce que la diversité, c'est quelque chose qui est contextuel? Dans le sens où est-ce que, par exemple, si moi, je m'en vais dans un pays où ma couleur de peau, par exemple, fait en sorte que c'est moi qui devient groupe minoritaire. Qui devient un groupe minoritaire. Est-ce que dans ce cas-ci, c'est moi c'est moi qui ferais partie de ce groupe de EDI-là? Dans le sens, est-ce que c'est contextuel, justement, à l'environnement dans lequel qu'on est, ou à certaines situations, comme, tu sais, si on parle que tout le monde fait partie, finalement, de la diversité, c'est comme dire que tout le monde est dans une catégorie, donc il n'y a plus personne, finalement, qui est concerné. Fait que, est-ce que c'est contextuel à l'environnement, des situations quelconques, ou comme tu disais, tu sais, en ce moment, on est 3 femmes, on est dans la majorité, tu sais. Fait que ou par exemple, si demain matin, comme tu disais, je me casse une jambe, puis je suis avec vous deux, ben je suis en minorité parce que je suis la seule qui a des besoins particuliers, physiques et tout ça. Fait que c'est-tu comme un peu... Ouais. Est-ce que c'est adéquat de demander cette question-là? Ben oui, ça me fait plaisir que tu la poses. Fait que dans ton exemple, mettons, donc toi, tu es blanche, si tu allais dans un pays qui était majoritairement noir... Dans le fond, c'est ça que tu me demandes. Est-ce que tu te retrouverais dans un statut minoritaire? Ouais, c'est ça. Peu importe le pays ou comme que j'arrive puis justement, tu sais, moi, je me sens personnellement en minorité, par exemple. Ben, je veux dire, si toi, tu le sens, c'est pas moi qui vais te dire, t'as pas le droit de te sentir comme ça. D'abord, si tu te sens comme ça, donc tu te sens comme ça. Je conteste pas. Là où je mettrais peut-être un astérix de réflexion, c'est... dû à la colonisation qui a eu lieu dans plein de pays à travers le monde, être blanc, même quand on est blanc dans un statut minoritaire, dans un pays qui est pas, où les gens sont pas majoritairement blancs, il y a toujours une position, une
position majoritaire dans l'influence, dans la perception qu'on va avoir en tant que personne blanche. À cause de l'histoire, c'est ça, dans le fond. Exactement. OK. Mais ce que tu me demandes aussi, c'est est-ce que... c'est lié au contextuel, dans le fond, c'est ça, c'est lié à l'environnement dans lequel on est. Alors, oui, c'est ça. Ouais, merci de me remettre ça. C'est correct. Non, c'était une question. Une longue question. C'est ça. Donc, il y a des spécificités selon les zones géographiques. Okay. Au Québec, par exemple, on va définitivement beaucoup parler de la langue quand on parle d'EDI, parce que... Ouais, langue française. Exactement. Ouais. On a des obligations aussi avec l'OQLF de parler français, et on... fait face, on appelle l'immigration qui n'est pas forcément francophone, donc on se retrouve dans des cadres de travail où on parle d'autres langues, puis là, on compose avec tout ça. Puis moi, dans le cadre du travail, je collabore aussi avec des entreprises qui sont en dehors du Québec ou qui sont dans des milieux anglophones. Et là, la question de la langue, elle n'est pas vraiment discutée. Donc, un autre exemple, définitivement au Québec, on va parler des communautés autochtones, pas sûr que, mettons, en Europe, ils se mettent à parler de ça dans leur contexte EDI. Donc, il y a quelque chose de géographique et aussi de contextuel dans le temps. Neurodivergence, il y a 5 ans, personne ne connaissait le mot. On n'en parlait pas. Aujourd'hui, ça fait partie des groupes assez essentiels, j'ai envie de dire, qu'on va aborder en EDI. OK, c'est ça. OK, fait que c'est plus géographique et temporel, disons. Oui. Ça pourrait... OK, c'est bon. OK, puis tu parlais justement que tu collabores avec des entreprises aussi à l'extérieur du Québec. C'est quoi la différence? Y a-t-il des différences, justement? Là, tu parlais beaucoup de la langue. Oui, la langue française. De la langue française. Y a-t-il des différences à ce niveau-là, à l'intérieur même d'un même pays, finalement, du Canada? Oui, vraiment. Dans des milieux anglophones, qui sont des milieux qui... ont de l'immigration depuis beaucoup plus longtemps qu'au Québec, ce qu'on a, ou en plus grande quantité. Il y a généralement, c'est beaucoup plus multiculturel, multi-ethnique également. Donc, une compréhension et une sensibilité à la diversité, en tout cas ethnoculturelle, plus avancée, je dirais, que dans des milieux francophones ou au Québec, dû à une immigration qui est plus récente. On est-tu un peu, en guillemets, en retard? Comme, je m'en guillemets vraiment beaucoup, là, Non, moi, j'emploierais pas ça parce que je trouve que c'est pas très valorisant pour des organisations qui essayent de faire mieux, mais je comprends. challenger, etc. Je pense que c'est le reflet de ce qu'on a vécu en tant que société, finalement, qui se reflète dans la compréhension et puis la sensibilité, finalement. OK, je comprends. Puis mettons qu'on va plus loin, c'est quoi les différences avec les États-Unis? Ouais, mettons. Donc, les États-unis... Alors qu'on est en Amérique, là, tu sais, on parle même pas en Europe. Ouais, non, c'est ça, exactement. C'est vrai. Donc, la différence avec les États-Unis, c'est que leurs lois puis leurs politiques EDI vont changer selon quel président est élu. Et donc là, depuis Donald Trump, tous les programmes EDI du gouvernement ont tous été coupés. C'est une des premières décisions qu'il a prises. Ben oui, c'est genre la journée, même le lendemain, je pense que ça a été coupé. Ça a sorti dans les journaux plutôt. Il n'est pas fan de l'inclusion et de la diversité. Et il est même allé plus loin. C'était pas seulement les programmes du gouvernement. Il a aussi dit, bon, ben si toi, tu es une entreprise qui veut faire affaire avec le gouvernement des États-Unis, ben tu peux pas avoir de programme EDI. Donc, il y a... Ah ouais, OK. Oui, ça a comme percolé dans plein de milieux. Il y a plein d'entreprises qui se sont mis à chercher comment ils peuvent continuer, des entreprises américaines, comment elles peuvent continuer à faire leurs efforts EDI, mais à se conformer à cette nouvelle loi, parce que ça devenait littéralement illégal. Des amendes ultra salées qui allaient leur tomber dessus si elles continuaient. Et il y a un lien à faire chez nous, parce que on a des entreprises québécoises qui font affaire avec des entreprises américaines. Est-ce qu'elles peuvent continuer à aller chercher des mandats et des contrats avec les États-Unis malgré tout? Le début de l'année a été très tumultueux là, dans mon milieu. Il y a plein de questions qui se posaient. On ne savait pas qu'est-ce qu'il fallait faire, qu'est-ce qu'on avait le droit de faire, etc. C'était un peu un effet de tout le monde retient son souffle. Là, puis on se dit, OK, ben, qu'est-ce qu'il faut faire? Et bon, quelques mois plus tard, on peut se dire que la poussière est un peu plus redescendue. Il y a les affaires qui ont sorti un gros dossier sur 300 PME, si je ne me trompe pas, québécoises, et leurs efforts en EDI. Aucune de ces PME-là a annoncé qu'elle changeait ou qu'elle diminuait ses efforts.
Donc, il y a eu beaucoup de questions, mais finalement, ça demeure quand même plus ou moins le même statut. Même s'ils font affaire avec les entreprises aux États-Unis? Elles font peut-être plus affaire avec ces compagnies, ou alors elles ont peut-être changé. Ça, c'est une subtilité qui m'échappe. Nous, on travaille pas avec des entreprises, ou très peu d'entreprises qui travaillent avec les États-Unis, donc je saurais pas dire. Mais les entreprises, en tout cas au Québec, il n'y a pas eu tellement d'impact sur l'élection de Trump aux États-Unis par rapport à leur programme EDD. Puis, au-delà du racisme, puis du narcissisme, du personnage en arrière du président des États-Unis, pourquoi tu penses que... Puis, il n'y a pas juste lui, là. Il y a d'autres gens dans d'autres États qui sont aussi très contre la diversité. Tu sais, pourquoi les gens se sentent autant menacés par la diversité? Puis probablement qu'il y en a au Québec aussi. Fait que tu sais, puis moi qui ai justement mes lunettes roses et mon monde de licorne constant, je veux savoir ta perception, en fait, de pourquoi justement les gens se sentent autant menacés de la diversité. Puis est-ce que ça peut faire un lien avec le fait de comme pourquoi les gens, plus montent en hiérarchie, plus moins il y a une groupe minoritaire. Peut-être qu'il y a un lien avec ça aussi, là, dans ta réponse. Je sais pas s'il y a des liens. Mais on peut... non, il n'y a pas de lien, mais on peut aborder ta question juste après. Oui. Je dirais qu'il y a souvent une peur et une mécompréhension de qu'est-ce qu'on fait en EDI. Donc, une peur de... on va me prendre ma job, puis on va la donner à quelqu'un d'autre de groupe minoritaire dont on parle depuis tantôt. On va me mettre dans un coin, je serai plus relevant à la job, puis on va me mettre dans un placard, etc. Fait que je pense que ça c'est nourri par beaucoup de peur de disparaître finalement. Et dans l'aspect de mauvaise compréhension de ce qu'on fait en EDI, il y a des gens qui vont avoir l'impression qu'on va finir par embaucher des personnes parce que c'est une femme, parce que c'est un autochtone, parce que c'est une personne noire, parce que, etc., sur la base de juste ce qualificatif-là. Ce qui est illégal d'embaucher juste sur la base c'est surtout, personne fait ça. C'est pas du tout ce qu'on dit de faire en EDI. Non, c'est ça, mais tu sais, dans le sens que comme tu sais, tu peux pas demander l'âge à quelqu'un en entrevue, ou comme tu sais, il y a des lois quand même que tu sais, on peut pas engager quelqu'un juste parce que c'est un homme, juste parce que... dans les programmes d'accès à l'égalité à l'emploi, là où tu coches des cases, tu peux demander cette question-là. Mais il faut que ce soit une question qui est dans un objectif de capturer des données pour une amélioration de représentativité à l'interne. Fait que le cadre d'utilisation est quand même assez strict puis bien encadré. Mais c'est pas le seul critère sur lequel tu te bases quand tu embauches quelqu'un. Mais non, on embauche les compétences. C'est ça. C'est ça, mais comme... C'est ça. Ouais, c'est ça. À rappeler. Oui. C'est super important de rappeler qu'on embauche les gens d'abord parce que c'est des personnes compétentes. Ça, c'est le premier critère. Peut-être qu'après, tu vas te rendre compte aussi qu'il y a une homogénéité dans ta main-d'œuvre et que tu veux pas cette homogénéité-là, qu'il y a un manque de représentativité de la société, tu veux pas ça non plus, et que tu vas peut-être regarder ton processus de recrutement et venir... et là, c'est peut-être la transition vers ta question, et venir regarder si ton processus n'est pas trop biaisé, qui ferait que tu serais incapable de reconnaître des compétences et des talents chez certains individus. C'est ça. Et donc, parce que c'est ultra complexe, je pense que c'est souvent détourné comme intention, mal compris, puis on se retrouve avec ce genre de croyances que tu nommes. Ouais, c'est ça. Fait que c'est la crainte ou la peur que en fait, c'est c'est un mécanisme de défense pour assurer préserver son espèce. Au final, ça revient, on dirait, à la base de l'humain quasiment, qui est comme moi je veux survivre. On dirait ça revient comme à quelque chose de très très primaire finalement comme comportement, j'ai l'impression. Je vois un lien avec la langue française aussi. On veut full préserver notre langue pour pas qu'elle disparaisse, puis c'est pour ça aussi qu'on met des lois puis des affaires de même, peut-être. C'est vrai. Oui, il y a sûrement un lien à faire avec ça, effectivement. Et peut-être d'autres aspects aussi qui m'échappent. Ouais, c'est ça. Mais c'est intéressant. Ça avait-tu répondu à ta question aussi? Ouais. Ma question, en fait, c'était peut-être plus au niveau de c'est quoi les raisons qui font... en fait, elle a un peu répondu sur le fait de comme, tu sais, je peux pas l'expliquer autant bien que tu t'as fait, mais tu sais, la représentativité, quand t'embauches, ça se peut qu'au final, t'aies
un groupe plus grand de gens qui sont pas dans la minorité, dans le fond. Puis c'est ça qui fait en sorte qu'il y a moins de représentativité au niveau des postes plus élevés. Parce que ton bassin est moins diversifié, dans le fond. Donc, c'est ça. Ça peut être une des raisons. OK. Si ton bassin est plus réduit, c'est ça. Il y a moins de chances d'avoir des groupes minoritaires, puisque les groupes sont minoritaires. Exact. Voilà. Ouais, c'est ça. Okay. Donc, d'où l'importance de recruter et d'avoir des pools de candidatures beaucoup plus larges. Donc, l'importance de revoir ton processus de recrutement, attraction de la compagnie, etc., etc. Okay. Donc, ça, c'est pour les embauches. Mais il y a aussi l'autre aspect de promouvoir, finalement. Ouais. Et là, c'est un peu plus les biens conscients qui viennent se manifester là-dedans. Imaginons une direction d'entreprise où ça a toujours été les mêmes genres de profils de personnes qu'on a vus. Ça fait 40 ans que l'entreprise existe, puis ça fait 40 ans que c'est le même profil. Et toi, t'arrives, puis t'es pas du tout ce genre de personne-là. T'es très différente des 40, je sais pas, des 20 personnes qu'on a eues au fur et à mesure des années. C'est possible que les gens qui prennent les décisions arrivent pas à te voir, à se projeter, puis à te voir dans ce genre de position-là, et jamais te feront grandir, puis monter en hiérarchie pour arriver à la direction. Et d'autres mécanismes qui viennent dans notre cerveau, qui viennent nous faire sélectionner, puis nous faire voir la compétence chez certains individus versus absence de compétence chez d'autres individus. Mais c'est comme ultra complexe, mais voilà un exemple par exemple. C'est ça. Mais on a toutes nos lunettes colorées selon notre expérience, notre vécu. Fait que c'est très... Effectivement, puis si ton vécu il a été super positif dans le milieu professionnel, tu auras peut-être aussi même de la difficulté à t'imaginer qu'il puisse être ultra négatif pour d'autres personnes. Dans la même entreprise. Dans la même entreprise, exact. Et puis peut-être même que tu vas finir par dire « Non, mais elle exagère. Non, mais c'est pas vrai. Ah, c'est pas possible. Non, mais qu'est-ce qu'elle a fait pour peut-être faire ça? » Tu sais, il y a comme tout plein de notions qui peuvent embarquer où tu vas essayer de trouver de la rationalité à cette situation que tu trouves absolument irrationnelle parce que pour toi, c'est très positif de travailler dans cette entreprise. Puis justement, comment qu'on adresse, par exemple, ces biais-là, genre? Inconscient, peut-être? Ouais, mais aussi ces discours-là qu'on peut entendre dans le sens que une autre personne pourrait dire voyons donc cette personne-là elle se plaint ou pourquoi qu'elle voit ça ou pourquoi que telle situation ça l'affecte autant etc. Tu sais comment qu'on adresse que ce genre de situation-là finalement? Pour moi, les données, c'est là où elles rentrent et qu'elles peuvent être vraiment fortes. OK. Il va falloir regarder nos données. Donc, qui est-ce qui applique à nos jobs? Est-ce qu'on peut avoir un portrait de ces applications-là? OK, toutes ces personnes-là appliquent à notre job, parfait. De ces personnes-là, quel groupe se retrouve à être convié à une entrevue? Et quel groupe se retrouve à ce qu'on leur propose une job? Et puis, combien de temps ces personnes-là vont rester à l'emploi? Parce que tu pourrais te retrouver à avoir des tendances que, OK, il y a beaucoup de gens, c'est très diversifié le bassin de candidatures qui s'intéressent à notre job, mais celles qui se rendent jusqu'à la fin d'être embauchées, peut-être pas. Et puis, si tu te rends compte qu'entre l'entrant et le outcome, le outcome, il y a quelque chose qui fonctionne pas, ben ça veut dire que c'est ton processus qui ne fonctionne pas. Donc c'est pas moi je me sens pas bien dans le processus, j'ai l'impression de m'être sentie d'être exclu dû à mes identités, etc. Ben, si tu vois que c'est une tendance qui se répète auprès de plein de personnes différentes depuis de nombreux mois, nombreuses années, c'est probablement pas lié à un individu, c'est probablement plutôt lié au système, finalement. Okay. Puis on pourrait continuer une fois dans la vie de l'entreprise, combien de ces personnes ou quel groupe se retrouve à être promu, à être monté dans la hiérarchie. Ben c'est toujours les mêmes profils. OK, ben on a peut-être un problème aussi avec notre processus d'identification, de la relève, de la performance, etc. Encore là, ça revient aussi beaucoup à parler de conscience de soi ou d'entreprise, d'être à l'aise de regarder ces chiffres-là, d'être à l'aise de constater qu'il y a peut-être des lacunes, d'être capable de s'auto-regarder puis de se dire, il y a peut-être quelque chose à travailler. Puis tu sais, c'est un thème qui revient beaucoup dans nos épisodes parce que j'ai l'impression que, j'imagine c'est un enjeu organisationnel de société peut-être, mais s'auto-regarder puis d'être capable d'être confronté à nos propres difficultés ou nos propres erreurs, entre guillemets, je veux dire. Pas facile. Pas facile. Pas facile, C'est pas facile de faire l'introspection. Puis, tu sais, remettons-nous, imaginons là une entreprise de 50 employés qui a des feux à éteindre à tous les jours, go. Peut-être qu'ils essayent juste de comme avoir assez d'argent. Oui, c'est ça, tu sais, pour payer les salaires, etc. Puis là, tu viens leur dire, attention, check tes données parce que là, tu fais de l'exclusion, machin.
c'est ça, tu vas avoir le goût de les envoyer quasiment chier. Peut-être, peut-être pour mon langage. Ou dire, tu sais, moi, j'essaie juste de faire mon minimum. Fait qu'il y a aussi l'EDI. On a une oreille propice à écouter l'EDI quand l'économie va bien. Quand l'économie va pas bien, c'est toujours plus difficile d'avoir ces conversations-là. Tu sais, si t'essayes juste de rester en vie, ben, voilà. OK. Ouf, hein? Ouais, c'est pas facile. Non, c'est un gros sujet, puis comme, quand même, c'est hyper complexe, puis c'est très... faut continuer à en parler, à déstigmatiser un peu les choses. Y a-tu des... Est-ce que toi, mettons, avec ton entreprise et tout ça, tu offres des outils concrets, par exemple, aux entreprises pour les aider justement à prendre conscience ou à aborder, par exemple, la thématique avec leurs employés, ou qu'est-ce que tu peux offrir, par exemple, toi, ou quels outils tu proposes? Donc, on travaille beaucoup avec des comités de direction, avec des CA. Donc, et puis, évidemment, je suis sûre que tous vos invités vous racontent ça. Là, on veut toujours que ça commence du top pour percoler vers le bas. Donc, oui, définitivement, il faut commencer avec les personnes qui ont plus d'influence puis qui comprennent le mieux. Fait que vraiment les accompagner à profondément comprendre toutes ces subtilités qu'on essaye de discuter depuis tantôt. Là. Puis oui, tu as raison que c'est super complexe. C'est pas donné à tout le monde de se réveiller le matin puis de dire « Ah oui, j'ai tout compris sur les dynamismes d'exclusion au travail. Donc, cet accompagnement-là, donner des formations, faire des ateliers de travail, etc., etc. Définitivement, on va le faire. Puis, on va aller regarder les données, analyser les données, essayer de voir justement là, ce qu'on disait dans les processus de recrutement, où est-ce que ça fonctionne moins, etc. Et dernièrement, on a sorti un jeu de cartes pour venir avoir... Félicitations d'ailleurs. Merci. Ouais, c'est le fun. Ça s'appelle Mets ton queue. La raison pour laquelle on l'a sorti, c'est qu'on s'est rendu compte aussi que ça devenait parfois difficile de parler d'EDI, d'avoir ces conversations-là. Il y a comme une fatigue de l'EDI qui s'installe dans certains milieux, auprès de certaines personnes, ou alors les personnes dont tu parlais, Ariane, qui étaient peut-être un peu plus récalcitrantes, un peu plus opposées à la thématique, ben, il y en a. Et il y en a de plus en plus. Puis ça, c'est aussi une conséquence de l'élection de Trump, une libération de la parole, mais pas nice, là. La parole négative, raciste et léiste en question. Donc, comment est-ce qu'on peut continuer quand même à avoir ces conversations et à parler d'inclusion de manière constructive? De manière constructive, malgré le fait qu'il y a des gens, quand je rentre dans une salle de formation, ils ont les bras croisés et ils sont vraiment pas contents d'être là parce qu'on les a obligés à venir. Donc, ça, c'est la réalité. Et ben, quand tu arrives avec « Hey gang, on va jouer à un jeu de cartes », ben, ça peut faciliter la discussion. Les gens « Ah, OK, moi, c'est quoi ton jeu de cartes? Laisse-moi voir un petit peu de quoi il s'agit. » Il y a comme une ouverture qui s'installe. Exact, c'est ludique, ou du moins une curiosité, en fait, par rapport à la discussion. Puis, le jeu, il présente une grande panoplie de profils et de personnages différents. Donc, j'ai envie de dire, il y en a aussi pour tout le monde, pour tous les goûts. Tu vas te retrouver, on va toutes et tous se retrouver à un moment dans un des personnages qui est nommé. Donc, ça vient un peu déconstruire la croyance que la diversité ou l'EDI, c'est pour les autres, entre guillemets, et c'est pas pour moi. Non, c'est pour tout le monde. C'est ce qu'on disait tantôt. Est-ce que c'est basé un petit peu sur les choses que tu vois en organisation? Dans le sens, est-ce qu'il y a des choses en EDI, qu'il y a des entreprises qui... Comment je peux dire ça? Y a-t-il des erreurs un peu fréquentes liées à l'EDI que peut-être... Erreurs entre guillemets? Ouais, je sais pas quel terme utiliser, là, mais les gens vont pouvoir parler avec le jeu, par exemple. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Ouais, y a-t-il des choses qui sont oubliées, peut-être, tu sais? Ben, donc, dans le jeu, on a des personnages, on a des situations. Fait que les situations, c'est comme premier jour à la job, entrevue de performance. Évaluation annuelle, par exemple. Par exemple, 5 à 7 avec tes collègues, etc., etc. Il y en a plus d'une vingtaine de situations. Et il y a des cartes de questions. Donc là, tu te mets à matcher les trois. Fait que Sophie, à son premier jour de job, selon ses identités, selon qui elle est en tant que personne, est-ce qu'elle ferait face à des obstacles, à des enjeux? Et là, tu te mets à essayer de te mettre dans les souliers de Sophie. OK, ben... Sophie est une femme noire. Est-ce que potentiellement ça pourrait être un obstacle sur son sentiment d'inclusion? C'est incroyable comme jeu, je trouve ça vraiment cool. Ouais, vraiment. Parce qu'il y a personne de noir dans cette entreprise-là, par exemple, donc elle serait la première personne, donc etc., etc. Fait que tu te mets à réfléchir à ce genre de contexte-là. Mais de façon générale, dans les entreprises, tu me demandais, Ève, s'il y avait des erreurs qui étaient produites. Oui. Il y a souvent une
une tendance à aller chercher la diversité avant d'avoir cherché l'inclusion. OK, Oh! OK, c'est intéressant. Très intéressant! Non, mais là, ça vient, on dirait, c'est comme, c'est quoi? C'est Knowledge Unlock, là. On dirait, c'est comme l'image de comme toutes tes neurones qui s'allument, là. On vient de le vivre ensemble, là. J'ai rien en live, là. Le mime de l'actrice que tu vois devant le tableau avec les chiffres. C'est ça, je vois. Donc, et puis c'est normal, on parle beaucoup de diversité en EDI, donc des fois on s'imagine, ok, mais c'est ça mon objectif, il faut que j'ai de la diversité. Donc ça pourrait ressembler à, j'ai une entreprise, je vois qu'il y a une homogénéité, ça me plaît pas, c'est pas représentatif de mon Québec, de mon époque, je veux changer ça, je veux avoir de la diversité. Fait que mes prochaines embauches, ça sera forcément des personnes que j'ai pas actuellement, des profils que j'ai pas actuellement dans mon entreprise. Ok, cool, mais tu t'es-tu demandé qu'est-ce qui va se passer une fois que ces personnes arriveront à l'embauche? Qu'est-ce qui se passe si ça fait 50 ans que l'entreprise existe, c'est le même genre de profil, c'est toutes des personnes similaires qui ont les mêmes jokes, les mêmes références, les mêmes façons de travailler, de s'exprimer, etc. Et là, tout d'un coup, tu fais rentrer 3, 4, 5 personnes différentes qui sont complètement à l'opposé. Ben, il risque à parier que ça va pas super bien se passer. Probablement pour les personnes qui viennent de rentrer dans l'entreprise, comme les autres personnes qui vont se dire « Ok, mais là, elle travaille pas assez vite, elle me comprend pas quand je lui parle, ok, pourquoi elle vient pas boire une bière avec nous le soir, c'est quoi le problème ?» Toutes ces affaires-là qui vont émerger. Donc, c'est pour ça qu'on a l'habitude de dire que tu veux réfléchir à ton inclusion, à ta capacité à inclure en tant qu'organisation, dans ta culture organisationnelle, avant de te dire, OK, je vais faire venir des gens très différents, parce que sinon, là, ça va faire des flamèches, puis ça va pas fonctionner du tout. OK, puis j'ai une dernière peut-être question avant qu'on passe à la section suivante. Mais comment tu fais pour venir instaurer un peu ces thématiques-là de EDI dans des entreprises, justement, où la culture, depuis très longtemps, c'est... OK, comment je peux dire ça? C'est parce que j'ai un domaine en tête qui est... Ça va peut-être être un préjugé, là, mais tu sais, je sais que le domaine de la construction, souvent, c'est comme peut-être plus... c'est une culture qui est très masculine affichée. Peut-être que c'est un gros préjugé que je dis en ce moment, mais j'ai l'impression que t'as les jokes typiques des gars en construction, puis c'est comment tu viendrais intégrer finalement ou parler de ces thématiques-là dans des environnements de travail où c'est... Peut-être plus fermé, peut-être? Ouais, puis comme, je suis désolée s'il y a des gens en construction, mon but, c'est vraiment pas de pointer du doigt personne ou comme de faire sentir personne mal, mais je veux juste essayer de comprendre dans des environnements où ça peut être plus difficile, justement, ou que la culture est très forte, c'est... Les groupes majoritaires, en fond. Ouais, ou que... Ouais. On comprend ce que tu veux dire. Ouais, c'est correct. Vous comprenez ma question? Oui. Parce que je veux juste faire attention c'est aux correct, mots, mais oui, on sait. Je sais pas comment, justement, nommer la chose pour que, ça soit bien reçu ou bien compris, là, mais... Ouais, désolée. D'abord, je dois dire que je pense pas que toutes les entreprises sont prêtes à faire de l'EDI. OK. Moi, il y a un type d'entreprise dont j'entends absolument jamais parler, c'est celles qui veulent pas faire de l'EDI. Toutes les entreprises qui viennent à nous ont déjà un intérêt. Elles sont à un niveau de maturité différent, mais celles qui veulent 0-0, là, malheureusement, c'est pas possible. Ils viennent pas de voir de base. Exactement. Ouais, puis il y a aussi des contextes plus propices pour parler d'EDI. On disait tantôt l'économie. Si l'économie va bien, c'est un peu plus propice pour parler d'EDI. Si tu es en recherche d'embauche, si tu fais du recrutement, ben là, ça peut être aussi un peu plus propice. Si tu as une capacité d'introspection, c'est un peu plus, etc. Donc, l'inverse est donc vrai. Si t'as rien de tout ça, je sais pas si t'as ce qu'il faut. Puis quand je dis je sais pas, je sais que c'est pas propice. Donc, on a des clients qui sont au milieu de la construction. Donc, il y a des entreprises en construction qui veulent avoir ces conversations-là dans n'importe quel milieu. Je pense que ultimement, là, depuis 6 ans que l'entreprise existe, on a probablement vu toutes les industries qui peuvent exister, des milieux syndiqués, non syndiqués, des OBNL en culture de 4 personnes, puis des sociétés d'État, tout le spectre entre tout ça. Donc, c'est pas tellement, je dirais, inhérent à l'industrie. C'est inhérent à est-ce que j'ai le goût que les choses changent ou pas. Puis là, faut pas forcer sur ça, c'est ça, si je comprends bien, dans le fond? Ben, je veux dire,
est-ce que je dirais ça? Je pense qu'il y a des petites étapes, des petits pas que tu peux faire. T'es pas obligé d'être OK, on est 100% prêt, puis c'est juste quand on est 100% prêt qu'on peut le faire. Mais peut-être modère tes attentes quant à l'impact que tu pourrais avoir. Ou peut-être que c'est pas aujourd'hui, mais ça sera demain également. OK, je comprends. OK. Fait qu'il y a plein de choses à considérer aussi par rapport à l'EDI, c'est ça, genre. Oui, c'est-tu le bon timing? J'ai-tu les bonnes ressources pour le faire à ce moment-là? Parce que une démarche EDI, souvent, elle commence par un diagnostic. Qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui va moins bien dans l'entreprise en termes d'inclusion et de diversité? Puis on va faire un état des lieux. Donc, es-tu prêt à recevoir cet état des lieux? Et ça, c'est juste l'état des lieux, parce qu'après ça, il va y avoir, voici les actions qu'il va falloir déployer. Y a-t-il des gens qui peuvent soutenir ces actions-là? Est-ce que la direction soutient ces actions-là? Et tout ça. Fait que si la réponse est non, c'est là où je dirais peut-être que c'est pas le bon moment, finalement. Fait que, ça part par la conscience. Fait que de se regarder puis de se dire, OK, on veut peut-être changer les choses. Compréhension de qu'est-ce qu'on veut faire puis de c'est quoi qu'on parle. Diagnostic, puis action. Exactement. OK. Puis je dirais que, le chapeau de tout ça, c'est est-ce que ça fait du sens pour moi en tant qu'entreprise? Est-ce que je peux faire des liens entre ma mission d'organisation et pourquoi j'ai besoin de plus de diversité, plus d'inclusion? Parce que peut-être que tu vas pas faire de lien, puis donc peut-être que l'EDI, c'est pas tant propice pour ton contexte à toi, finalement. Mais mettons, si tu as une entreprise dont la mission, c'est... je sais pas moi, promouvoir le sport auprès de la population québécoise, mais que tu te rends compte que c'est toujours les mêmes personnes qui viennent chercher tes services, mais c'est pas l'entièreté de la population québécoise, il y a peut-être un enjeu de reach out auprès de la population. OK, l'ADI pourrait peut-être m'aider dans ce sens-là, par exemple. Est-ce que tu as déjà eu des diagnostics où c'était juste tout positif, les éléments qu'il y avait dans l'EDI, ou il y a toujours des choses à améliorer? Non. Non? OK. Ah ouais? Okay. Oui, il y a toujours des choses à améliorer. Il y a des contextes beaucoup plus positifs que d'autres, etc. Mais non, il y a toujours des choses à améliorer. Puis, ce qui est, à défaut d'un meilleur mot, cocasse, j'ai envie de dire, c'est que quand on fait des diagnostics, on évalue donc la diversité, donc la représentativité à l'interne et le sentiment d'inclusion. Grosso modo, là, c'est ces deux aspects-là qu'on va regarder. Des fois, le sentiment d'inclusion est super, super, super bon, mais ça, c'est parce qu'il y a très peu de diversité. Ça revient au fait que exactement. Quand on est tous pareils, il n'y en a pas de problème. Tout le monde se sent inclus parce qu'on est tous pareils. Mais quand on a beaucoup de diversité, c'est là où l'inclusion va être d'autant plus nécessaire. Exactement. Puis, être intentionnel sur nos mécanismes d'inclusion également. Ça fait un beau pont à la question qu'on a eue. C'est ça, au niveau de... en fait, c'est partager une histoire d'une transformation positive d'une organisation québécoise qui avait peut-être peu de sensibilité à la diversité, mais qui a grandi, s'est développé, s'est transformé dans les mois puis les années qui ont suivi. Puis dans le fond, les gens disaient que ça ferait du bien d'avoir des exemples un petit peu plus positifs et concrets, dans le fond. On veut du feel good, là, c'est ça? Ouais, je comprends. T'as-tu un exemple pour nous? Je vous parlerai du CEP, le théâtre à Montréal. Oui. Mais pas parce que... Eux autres, je pense qu'ils ont toujours été très bons, honnêtement. Là, je dirais pas que c'est une entreprise qui est partie de zéro. De très loin. Non, exactement. C'est ça. Mais ils ont mis en place ces dernières années vraiment plein d'initiatives super, super plaisantes. Souvent au niveau du handicap, par exemple, si vous êtes déjà allé au théâtre du CEP, donc avant que la pièce commence, il va y avoir éteignez votre cellulaire, s'il vous plaît. Et il y a une petite phrase qui dit sachez qu'il y a des personnes qui peuvent avoir besoin d'outils audibles, en tout cas qui produisent du bruit. Et puis que c'est correct. Et c'est pas comme ça que c'est dit, c'est dit beaucoup mieux que ça. Et moi, j'utilise des alertes médicales parce que je suis en situation de handicap. Et ces alertes médicales, elles peuvent sonner à n'importe quel moment, en pleine nuit, au cinéma ou au théâtre. Évidemment, je suis livide quand ça sonne au théâtre, mais c'est déjà arrivé. Et d'avoir cette petite phrase au début de chaque pièce, ça me fait dire, OK, si mon alerte, elle doit sonner, il y a personne qui va me regarder en me disant la fille, elle a encore oublié d'éteindre son cellulaire. Quand, dans le fond, c'est pas mon cellulaire, mais c'est une alerte médicale. Fait qu'il y a une forme de... c'est pas mal nice. Exactement, de normalisation, puis de une profonde compréhension des différentes situations qui peuvent exister dans la population, finalement. Ils ont des surtitres, des sous-titres,
Ouais, les sous-titres, ouais. Pour des personnes malentendantes qui peuvent s'afficher. Ils ont un laboratoire de la relève également où il y a des pièces qui sont en marge de leur programmation officielle. Puis il y en a une sur la diversité corporelle cette année, par exemple. Fait que, bref, ça dénote qu'ils ont profondément réfléchi à la thématique puis qu'ils y réfléchissent en continu également. Puis ce qui est intéressant avec eux, c'est que, donc, par la nature de leur mission, ils s'adressent à l'entièreté de la population québécoise. Fait qu'ils ont bien poussé cette réflexion-là à regarder, OK, mais c'est quoi cette population et c'est quoi leurs besoins et comment moi, en tant qu'organisation qui cherche à les rejoindre, je peux mettre en place des mécanismes qui vont le faire. OK, mais je trouve ça incroyable parce que justement, ça démontre à quel point que ça peut être si simple à intégrer, puis c'est tout dans les subtilités aussi. Tu vois, comme un peu toi avec ton appareil médical, c'est quelque chose que j'aurais pas pensé parce que je le vis pas personnellement, tu sais, mais que, tu sais, c'est vrai au final que comme d'une certaine façon, ça fait partie de la diversité, puis que peut-être dans cet environnement-là, ben, comme on parlait de safe space, tu sais, tu veux te sentir incluse au final. Fait que cette simple petite phrase-là, tu sais, elle vient vraiment comme te rassurer puis être comme, OK, ben, c'est ça, ils ont pensé à moi finalement dans leur façon d'être. Fait que je trouve ça vraiment, puis c'est ça, je trouve que ça montre à quel point que ça n'a pas besoin d'être hyper complexe ou hyper compliqué à mettre en place. Il faut juste être à l'écoute finalement des autres. Ouais. Effectivement. Et puis donc, tu vois, ça revient à la sensibilisation et à nommer et à parler. Ouais. Donc, quand on disait qu'est-ce qui a changé de bien au Québec, 2020, quand on a dit en tant que société, ça va faire, ça suffit maintenant, ces exclusions puis ces enjeux, on a contribué à ce qu'en bout de ligne, aujourd'hui, on soit plus conscientisé puis on connaisse les différentes situations puis on puisse trouver des solutions à ces situations-là. Exactement. Ouais. C'est le fun parce qu'avec ce message-là, ça t'envoie comme message à toi de tu peux retourner aussi là-bas au cinéma parce que t'es inclus. C'est comme c'est le fun, t'es pas comme mince, sinon de fermer le téléphone, moi je peux pas, fait comme je peux plus y aller au cinéma, tu sais. Ouais, c'est vraiment le fun. Ouais. C'est un bel exemple de... Vraiment. Ouais, vraiment beaucoup. Merci. Merci. Fait que là, dans le fond, on s'est rendu aux jeux meilleurs. Oui. Est-ce que tu connais les jeux meilleurs? Oui, on en a plusieurs à la maison, on aime beaucoup ça. Ouais. On utilise ça, en fait, nous, dans le podcast, à chaque fin d'épisode, on aime ça, connaître l'humain en arrière du professionnel. Ouais. Donc là, on a présélectionné 5 cartes pour toi, puis tu peux en piger une, puis y répondre. OK. Ouais. Je la lis, j'imagine? Oui, s'il vous plaît. Répondre. Si tu pouvais animer une émission de télévision, sur quel sujet porterait-elle? Ah oui, OK. Moi, en ce moment... c'est pas en ce moment, en fait, c'est une constance dans ma vie. Oui. J'aime beaucoup... Il y a un balado, d'ailleurs, qui s'appelle, je pense, Franglais Esti. Ça vous dit quelque chose? Non. Sur l'identité québécoise. Dans leur balado, c'est français, anglais au Québec, etc. Mais moi, le sujet que j'aime beaucoup, c'est l'identité québécoise. Qu'est-ce que ça signifie d'être québécois, québécoise? Faut-tu l'être né depuis X nombre de générations au Québec pour être profondément québécois, québécoise? Faut-tu avoir l'accent québécois? Faut-tu avoir forcément la peau blanche? Faut-tu? Puis j'ai l'impression que c'est toujours, plus tu poses ce genre de questions, plus tu détricotes finalement une conception qui, au départ, est sans doute un peu plus restrictive. Puis tu te rends compte que ben non, puis finalement, etc. Fait que, moi, j'ai immigré au Québec il y a 15 ans. Et c'est une question que je me suis beaucoup posée. À quel moment est-ce que j'ai le droit de dire que je suis québécoise? Y a-t-il quelqu'un qui va me le dire à un moment que j'ai le droit? Parce qu'à un moment, tu obtiens ta citoyenneté canadienne, mais elle est canadienne, la citoyenneté, elle n'est pas québécoise. Fait qu'il y a comme une subtilité avec ça. Et puis, il y a mon meilleur ami qui est québécois qui m'a dit Chloé, c'est le jour où tu as envie de dire que tu es québécoise que tu es québécoise. Donc, maintenant, je dis que je suis québécoise. Fière d'être québécoise. Exactement. Mais j'aime ça. Ouais, c'est vraiment beau. C'est un beau partage. Puis, vraiment. On est vraiment contente que tu sois venue sur le podcast. Oui! Merci pour l'invitation. C'est un épisode vraiment... en fait, tout ce qu'on a mentionné, c'est tellement... c'est tout ce qui est pertinent, puis c'est bon de s'ouvrir les yeux sur ces enjeux-là encore au Québec. Oui, absolument. Merci moi, j'ai appris beaucoup. Oui, ton expertise, en tout cas, était vraiment appréciée. Fait que merci beaucoup, Chloé. Merci, Chloé. Merci de nous avoir écoutés aujourd'hui. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à nous donner un 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et à nous repartager. Aussi, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, LinkedIn et TikTok pour d'autres contenus en santé organisationnelle.